Les amis, on continue avec une vidéo par jour durant tout le mois de décembre. Et j'espère intimement que ça vous régale et que je fais pas tout ça pour rien. Ah oui, et soit dit en passant, ma chemise, elle est cool. Vous avez rien à dire dessus. En tout cas, je regardais dernièrement un YouTuber spécialisé dans les threads d'horreur et j'ai pas compris comment il faisait pour faire continuellement une vidéo de 5 histoires tous les 2 jours. Moi, j'ai mis plus de 6 mois à rechercher des histoires, les réécrire pour que l'histoire du coup soit fluide pour vous et les tourner, les monter. Bref, je comprends pas comment il fait, mais je veux bien sa recette miracle. On commence à les voir un petit peu les cernes là. Bref, trêve de banalité. Aujourd'hui, on va parler d'IKEA, le géant suédois dans lequel Mathilde, notre protagoniste, a vécu quelque chose de juste horrible. Alors j'en dis pas plus, vous verrez. Installez-vous bien confortablement, on est parti pour 3 histoires terrifiantes. Pour cette première histoire, on va parler de Mathilde, une femme de 32 ans qui a récemment voulu refaire toute la chambre de son fils de 3 ans, Robin. Ah oui, on rentre directement dans le sujet pour cette première histoire. Mathilde, elle explique qu'elle a déjà repéré plusieurs modèles de lit, plusieurs modèles de couverture, ainsi que pas mal d'éléments de déco chez Ikea. Et c'est vrai, au moment des faits, elle voit sur leur site qu'il y a pas mal de déco avec des dinosaures. Et ça, ça tombe bien, parce que Robin, son fils de 3 ans, les adore. Robin est donc très enthousiaste sur la route pour aller vers Ikea. Et moi, j'ai un enfant du même âge, et vous le voyez souvent en vidéo, j'imagine bien du coup Robin sauter partout d'excitation, rien qu'à l'idée de voir des dinosaures. Enfin, en peluche, je précise. Mathilde et son fils finissent donc par arriver sur le parking d'Ikea, et déjà, elle remarque que l'endroit est assez désert. Alors Mathilde, elle explique qu'on est mardi matin, et qu'on est en pleine semaine, mais c'est la première fois, c'est vrai, qu'elle ne voit vraiment que très peu de voitures garées devant le magasin. Mathilde n'y prête pas plus attention et fait descendre Robin de la voiture. Il traverse le parking quand soudain, Robin demande à sa maman qui est ce monsieur là-bas, qui les regarde dans le parking. Mathilde tourne la tête et voit en effet un homme à une 50aine de mètres. Mais clairement, elle y prête pas vraiment attention et je pense que j'aurais eu la même réaction dans cette situation. Elle indique à Robin, c'est quelqu'un qui vient aussi à Ikea, comme eux, et puis c'est tout. Ils entrent dans le magasin et partent en direction du rayon chambre pour enfants. Mathilde essaye de repérer les articles qu'elle a déjà vus sur leur site internet avant de venir. Alors que pendant ce temps, le petit Robin de 3 ans, lui, il sait plus où donner de la tête. Il y a des peluches partout, des jouets partout, et vous savez, des multitudes de chambres décorées. Et franchement, même moi, quand je passe par là, j'ai toujours envie de me prendre à l'Ikabane. Moi, j'aime bien les Ikabanes. Donc je comprends comment doit se sentir le petit Robin à ce moment-là. Bref, Mathilde explique qu'à ce moment-là, elle est en plein Ikea, dans le rayon enfant, et qu'elle a, je cite, baissé un peu ses gardes. Et en effet, Mathilde explique qu'il n'y avait personne dans le magasin et qu'elle a laissé Robin courir un peu partout autour d'elle pendant qu'elle regardait 2-3 trucs pour son fils. Alors, sauf que vous vous doutez bien que si je suis ici, là, à raconter cette histoire, c'est que quelque chose d'horrible va se passer. À un moment, elle trouve le magasin très silencieux et elle le trouve même beaucoup trop calme. Elle se retourne et alors qu'elle a entendu Robin, il y a une quinzaine de secondes, elle ne l'entend désormais plus. Mathilde commence à paniquer et cherche un peu partout dans les chambres décorées pour voir si son fils Robin ne lui fait pas une blague. Finalement, au bout de 2 minutes, elle tombe sur Robin, recroquevillé dans un coin. Et Mathilde, elle est soulagée, mais elle explique à Robin que c'est pas bien de faire ça, qu'il doit rester, comme prévu, proche d'elle. Sauf que là, Robin, il a dit qu'il s'est caché ici car il avait peur du monsieur qui est là derrière elle. Alors Mathilde se retourne, mais ne voit personne. Et pour le coup, je l'ai dit, j'ai un enfant du même âge et parfois c'est pas toujours vrai ce qu'ils disent. Ça peut arriver qu'il y ait des incohérences. Et comme Mathilde ne voit personne aux alentours, elle se dit qu'il s'est monté la tête et que c'est pas grave. De toute façon, elle décide d'être beaucoup plus vigilante, comme ça il y aura pas de problème. Mathilde prend donc Robin par la main et vont vers l'étage du dessous pour récupérer le lit en kit qu'elle a choisi pour son fils. Et sur la route, elle repense à cet homme sur le parking, cet homme que Robin a vu au loin. Elle se dit que Robin devait probablement penser à cet homme quand il dit que quelqu'un lui a fait peur. Arrivé du coup au niveau de la zone où on récupère nos produits, et pour les grands fans d'IKEA comme ma sœur, je sais que vous savez d'où je parle. Du coup, arrivé dans cette zone, ils vont croiser un homme que Robin ne va pas lâcher du regard. Mais Mathilde explique que c'est pas un regard d'enfant tout souriant qu'il a. Non, c'est plutôt un regard méchant. Les sourcils de Robin sont froncés et ça pousse Mathilde à s'arrêter et à demander ce qui se passe à Robin. Et elle dit que c'est pas très bien de fixer les gens comme ça. Sauf qu'elle n'a pas le temps d'entendre la réponse de Robin que ce même homme qui vient de croiser s'arrête à leur niveau. Il caresse la joue de Robin et dit « Ne t'inquiète pas bonhomme, je vais pas te faire de mal ». Alors Mathilde, elle est surprise par ce qui vient de se passer et a le réflexe de sourire poliment, même si elle trouve son geste inapproprié. Et je pense que c'est une réaction presque normale en fait, car si un truc comme ça arrivait, moi je pense que je serais un peu sous le choc aussi. En fait, je comprendrais pas pourquoi il fait ça. Mathilde et Robin, ils s'éloignent de l'homme, puis ils vont chercher un caddie pour mettre les cartons de son nouveau lit dedans. Mathilde explique qu'elle pose Robin dans le caddie,
car comme ça il reste vraiment constamment à portée de vue. Elle se dirige vers l'allée F pour récupérer le nouveau lit de Robin et pour le coup Mathilde jette un coup d'œil derrière son épaule et voit cet homme un peu plus loin en train de les suivre furtivement. Elle explique qu'il est en train de regarder Robin quand elle a tourné sa tête en sa direction. Mathilde décide de faire un détour avant de rentrer dans l'allée F pour un peu brouiller les pistes, au cas où cet homme les suit vraiment. Elle fait donc plusieurs tours avant de se rendre à l'entrée de l'allée F. Elle entre dans l'allée et heureusement, le carton contenant le nouveau lit de Robin se trouve à quelques mètres d'elle. Elle regarde autour d'elle et il n'y a personne. Donc elle lâche son caddie pour faire vraiment 3-4 mètres et prendre le carton. Sauf qu'au moment de se retourner, lorsqu'elle est en train de tenir le carton, elle voit cet homme avec son caddie en train de partir du magasin. Une dizaine de mètres commence à séparer Mathilde de son fils Robin qui se fait tout bonnement enlever par cet homme. Et oui, on parle bien de cet homme qui venait de caresser la joue de Robin quelques secondes auparavant. Mathilde lâche évidemment le carton et sprint en direction de son fils pour le rattraper. Mais comme je vous l'ai dit, il y a presque personne dans le magasin ce matin-là, ce qui fait que personne n'est vraiment là pour aider Mathilde. L'homme passe à la sortie sans achat avec le caddie sur lequel est posé Robin. Mathilde tente de les rattraper, mais tout ça va très vite. Et heureusement, à ce moment-là, Mathilde explique qu'un membre de la sécurité, qui était en pause, rentre dans le magasin, ce qui va avoir pour conséquence de faire lâcher le caddie à cet homme. Mathilde va donc arriver quelques secondes plus tard, retrouvant son fils sur le caddie, effrayé après ce qui vient de se passer. L'homme va prendre la fuite et personne ne va le retrouver. Et c'est ainsi que se termine cette histoire de Mathilde et de son fils Robin. Et je suis sûr que si vous êtes parents comme moi, ça vous fait froid dans le dos. Bon, rassurez-vous quand même, j'ai pioché cette histoire sur Reddit, donc on sait jamais si c'est vrai. En tout cas, moi je trouve qu'elle était tellement ouf que j'étais obligé de vous la raconter. Bon, est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on continue pour une seconde histoire ? Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Bon les amis, pour cette deuxième histoire, en termes de trucs chelous, on passe un stade. Normalement quand c'est trop chelou, je suis pas trop fan, mais celle-ci, elle m'a vraiment plu. On va parler ici de Salim. C'est un entrepreneur dans le domaine du ménage de l'extrême. En clair, il s'occupe de débarrasser des maisons ou des appartements insalubres et ensuite de les rendre tout propres. Salim explique qu'il travaille à son compte et qu'un jour il a été mandaté pour s'occuper d'un appartement. Le propriétaire des lieux explique que son logement a été loué à une personne, Diogène, et qu'il veut absolument tout nettoyer pour le louer à quelqu'un d'autre. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est d'avoir le syndrome de Diogène, en fait c'est des personnes qui ont une négligence extrême en matière d'hygiène. Ça me fait penser à l'émission télé que je regardais quand j'étais petit. C'est du propre. Enfin, les plus anciens comme moi y comprendront. Bref, Salim, il a l'habitude et accepte la mission. Il dit de toute façon que ça paye plutôt bien, car personne ne veut s'en occuper, donc c'est parti. Salim se rend sur les lieux. Il rencontre le propriétaire, puis il lui fait un devis. Et une fois le devis accepté, Salim se rend sur les lieux, là où le propriétaire l'attend. Alors c'est pas écrit, mais c'est certainement plusieurs jours plus tard, bien entendu. Ils montent du coup ce jour-là ensemble dans l'appartement. Évidemment, tout est encore délabré. Je rappelle que c'est pour ça que Salim est là. Salim a prévu une journée de travail complète pour cleaner l'appartement. Et le propriétaire indique qu'il va s'en aller et revenir en fin de journée pour faire le point. Salim démarre donc son nettoyage de l'extrême. Il fait le salon, il fait la chambre, puis il arrive au niveau de la salle de bain. Et dans cette salle de bain, il y a vraiment des trucs un peu bizarres. Enfin, il explique qu'il voit toujours des trucs chelous. Mais là, c'est vraiment particulier. En fait, Salim, dans la baignoire, trouve une touffe de cheveux juste énorme. Et en regardant bien, il se rend compte qu'il y a comme de la peau, de la chair humaine au fond de la baignoire. Et c'est pas tout. En fait, au fur et à mesure de débarrasser la salle de bain, il aperçoit derrière des toilettes une flaque de sang séché. Et pourquoi Salim est sûr que c'est une flaque de sang séché? En fait, c'est parce qu'il a l'habitude de nettoyer des scènes de crime, notamment, et que du coup, il sait ce que c'est. Salim, il commence à se questionner. Il se dit que c'est la première fois qu'il voit dans un nettoyage comme celui-ci des cheveux, des petits bouts de chair et une flaque de sang séchée. Moi, c'est vrai que je pense que je vois ça, je pars et vous me revoyez plus. Salim va chercher son téléphone dans son sac, puis appelle le propriétaire. Mais malheureusement, celui-ci ne répond pas. Salim va donc laisser un message sur la messagerie, sur le répondeur, et alors qu'il n'a pas fini son message, il entend un bruit de porte en direction de l'entrée. Il se dit que c'est bon, le propriétaire est là, et il va pouvoir poser toutes ses questions. Sauf qu'en rejoignant le salon, il tombe nez à nez avec un homme d'une cinquantaine d'années. Et pour le coup, assez propre sur lui, mais qui pourtant indique être le locataire de l'appartement. Cet homme est furax à l'idée de voir qu'on a pénétré dans son appartement pour tout nettoyer. Salim tente alors de le calmer en indiquant qu'il a été missionné par le propriétaire des lieux pour tout nettoyer. Sauf que l'homme d'une cinquantaine d'années ne veut rien entendre et sort de sa poche un long couteau puis menace Salim. Il lui hurle dessus et lui ordonne d'aller dans la salle de bain. Alors Salim, sous les menaces, s'exécute et se retrouve dans cette salle de bain. L'homme lui dit de monter dans la baignoire et de s'allonger. Donc évidemment, grosse panique dans la tête de Salim qui fait immédiatement le parallèle avec le sang et les cheveux bizarres qu'il a retrouvés justement
dans cette baignoire quelques minutes plus tôt. Salim se dit que c'est terminé pour lui et qu'il se retrouve planté là dans une baignoire où il sait que des trucs bizarres, des trucs louches se sont produits. Et il fait face à cet homme au regard dérangé avec un couteau à la main. Et alors que l'homme s'approche de lui et fait glisser le couteau le long de son ventre, l'homme est interpellé par une sonnerie de téléphone. Et cette sonnerie de téléphone provient du téléphone de Salim. Et je vous le dis tout de suite, c'est ça qui va probablement sauver sa vie. Car pendant 2-3 secondes, l'homme va alors porter son attention sur d'où provient la sonnerie. Ce qui laissera bien entendu l'opportunité à Salim de mettre un énorme coup au visage de cet homme. L'homme fera donc quelques mètres en arrière et tombera par terre. Ce qui laissera le temps à Salim de sortir de la salle de bain et de l'appartement aussi. Et en descendant les escaliers à toute vitesse, il va alors tomber sur le propriétaire qui monte les escaliers en courant. En fait, l'appel, c'était lui. C'était le propriétaire de l'appartement qui a tout de suite compris qu'il fallait intervenir suite au message laissé sur son répondeur. Le propriétaire a immédiatement enfermé son locataire dans son appartement, puis appelé la police. Pendant les quelques minutes où Salim et le propriétaire vont attendre la police devant la porte d'entrée, le propriétaire va indiquer que ce locataire, il essaye de le mettre dehors depuis plusieurs mois, car à chaque fois, il fait un bordel monstre dans l'appartement. Et surtout, le propriétaire indique que cet homme, il est déjà connu des services de police, mais ça n'a jamais été plus loin. Sauf qu'a priori, et ça a vérifié, c'est qu'en fait, c'est pas si simple de virer une personne qui a le syndrome de Diogène. Salim explique que le propriétaire, lorsqu'il a entendu le message de Salim, il a eu pour lui une sorte de confirmation que cette personne n'était pas juste négligente au niveau du ménage, mais faisait des trucs bien plus gore chez lui. La fin de l'histoire va se terminer avec la police qui intervient et procède à l'arrestation du locataire. Alors pour ceux qui suivent pas, je rappelle quand même qu'il a mis Salim dans une baignoire. Et la suite est tout aussi hardcore. En fait, après avoir fait des analyses, la police a identifié les cheveux, les bouts de peau dans la baignoire, ainsi que les taches de sang. Et il s'avère en fait que c'était des poils de chat, de la peau de chat et du sang de chat, bien entendu. Et il semblerait que cet homme s'amusait à torturer des chats dans la salle de bain. Bref, j'irai pas plus loin tellement c'est écœurant. Bon, je vous l'avais dit que cette histoire a été très chelou, mais pour le coup, bon courage à Salim pour continuer son boulot après un traumatisme pareil. Bon, et si vous êtes prêts, on enchaîne sur une troisième et dernière histoire. Bon, pour cette troisième et dernière histoire, on va parler de l'histoire d'Amélie. Et tenez-vous prêts, car à la fin, vous allez vous poser des tas de questions et vous arriverez même plus à dormir, ou aller à la piscine d'ailleurs. Pour mettre un petit peu dans le contexte, Amélie c'est une jeune femme très sportive qui a pour habitude de courir, de faire du fitness et d'aller à la piscine tous les jeudis soirs. Et l'histoire que va vivre Amélie va se produire justement à la piscine. En effet, Amélie raconte qu'il y a ce jeudi qui arrive une nocturne à la piscine. Et ça elle aime bien, car ça lui permet d'aller à la piscine un peu plus tard que d'habitude et de profiter jusqu'à 22-23 heures. Et j'avoue, n'empêche, ça a l'air vraiment trop cool ça, j'ai jamais fait. Bref, on est donc jeudi et il vient le moment de se rendre à la piscine après une grosse journée de travail. Il est 20h45 quand elle arrive devant la piscine et évidemment elle est ouverte. Alors c'est une nocturne, je vous rappelle, réveillez-vous. Amélie, elle fait comme moi. Quand elle arrive à la piscine, elle passe un œil sur le bassin pour savoir s'il y a du monde ou pas. Ah, moi je kiffe quand il y a personne, je me sens trop bien. Et là, c'est le cas. Amélie, il voit qu'il n'y a pas grand monde et de toute façon, plus le temps va passer, plus la piscine va se libérer. Elle explique que quand sa piscine fait une nocturne, c'est toujours la dernière à sortir de l'eau. Amélie rentre dans une cabine, la même qu'elle emprunte d'habitude, puis enfile son maillot de bain. Sauf que lorsqu'elle enfile son maillot de bain, elle entend des bruits de pieds nus. Normal, on est dans un vestiaire, sauf que ces bruits de pieds nus qui marchent, en fait, ils s'arrêtent littéralement devant la porte de sa cabine. Et pour vous faire un descriptif rapide de la scène, en fait, elle explique que quand on rentre dans les vestiaires, ça fait une sorte de U avec toutes les cabines où on peut rentrer d'un côté et sortir de l'autre pour aller vers les casiers et ensuite le bassin. Et vous savez, dans les vestiaires de piscine, c'est souvent ouvert en bas de la porte. Amélie, elle sent qu'il y a un truc bizarre, donc elle se penche un peu pour regarder s'il y a bien quelqu'un. Et là, c'est le choc pour Amélie qui tombe sur deux pieds nus, poilus, tournés vers la porte de sa cabine. Une image affreuse pour Amélie, bien entendu, qui ne comprend pas. Elle reste figée et se précipite pour mettre ses affaires dans son sac et ouvrir la porte de l'autre côté de la cabine, pour se diriger du coup en direction du bassin. Donc je précise pour être sûr, c'est les portes qu'on croise dans beaucoup de piscines, où on rentre dans une porte et on sort de l'autre où il y a les casiers. Bref, Amélie s'éloigne de la cabine et se dirige en direction des casiers. Elle range ses affaires, mais elle reste sur le qui-vive. Elle croise pas mal de personnes au niveau des casiers et elle ne peut s'empêcher de penser que la personne qui était pieds nus devant sa cabine n'est pas loin d'elle. Elle a peur, donc elle se précipite vers le bassin, là où il y a des maîtres nageurs. Et tout de suite, ça la met davantage en sécurité et elle reprend ses esprits. Et ensuite, tout va revenir à la normale. Elle fait quelques longueurs, puis prend quelques minutes pour se reposer. Elle repense à cette histoire, mais se dit que c'était pas grand chose et qu'en fait, elle a peut-être surréagi. Cependant, alors qu'elle tourne la tête, alors elle est dans la piscine, elle voit un homme qui nage, mais sans vraiment trop nager. Amélie explique qu'il la regarde énormément et ça commence à la gêner. Encore une fois,
Amélie va se convaincre que c'est rien et que de toute façon, elle est à la piscine. Il y a un maître nageur pas loin, donc elle risque rien. Alors, grave erreur, Émilie, grave erreur. On va faire un petit bond dans le temps. Il est désormais 22h15 quand la piscine se vide. Il ne reste plus qu'Émilie qui termine sa dernière longueur. Elle finit sa longueur, puis sort de l'eau et va en direction de sa serviette. Sauf que bizarrement, sa serviette, celle-ci n'est plus là. Encore une fois, très étrange. L'ambiance, du coup, se glace un peu car Émilie se retrouve seule à côté du bassin, le maître nageur étant parti probablement pour se changer et finir sa journée. Elle décide donc de pas traîner et de se dire que quelqu'un l'a pris par inadvertance et puis tant pis quoi. Heureusement pour elle, elle a une petite serviette qu'elle utilise pour ses cheveux. Donc ça fera l'affaire. Elle se dirige donc en direction de son casier habituel quand d'un coup, les lumières s'éteignent. Les vestiaires n'ont jamais été éteints aussitôt, remarque Amélie, mais là, elle se dit qu'elle a un peu peur. Elle se dépêche donc de prendre ses affaires et de s'enfermer dans une cabine. Elle s'essuie et se change très rapidement car elle a évidemment peur de rester enfermée dans la piscine. Mais elle a aussi peur, surtout de tomber nez à nez avec quelqu'un de mal intentionné. Amélie met 2 minutes à s'essuyer et s'habiller, elle met ses affaires dans son sac, le ferme, puis au moment d'ouvrir la porte pour aller en direction de la sortie, elle entend des bruits de chaussures marcher doucement dans les vestiaires. Et Amélie, elle a ce bon move de grimper sans faire du bruit sur le banc de la piscine. Comme ça, si la personne est mal intentionnée et regarde par-dessous les portes de cabine, pour savoir du coup si elle est là, il ne verra pas les pieds ni les jambes d'Amélie et pensera qu'il n'y a personne. Le temps passe et semble du coup long pour Amélie qui entend cette personne s'arrêter à toutes les cabines pour voir s'il y a quelqu'un dedans. Et je sais ce que vous pouvez penser. Vous pouvez penser que c'est un surveillant de piscine qui regarde s'il reste encore du monde en train de se changer. Mais non, soyons logiques, un surveillant parlerait haut et fort pour savoir s'il y a quelqu'un dans les vestiaires. C'est dans cette même logique qu'Amélie pense que c'est quelqu'un de mal intentionné. Il lui reste donc 2 choix à Amélie. Celui de repartir en direction du bassin, mais là, elle se fera repérer et sera un peu pris au piège là-bas. Soit, et c'est ce qu'elle va faire, elle va attendre le moment où la personne semble être le plus loin d'elle pour taper un sprint en direction de la porte de sortie. Alors c'est le moment pour Amélie, elle saute du banc et tape son meilleur sprint. Et par chance, si on peut dire ça comme ça, elle croise le regard de cet homme qui, surpris, ne la prendra pas en chasse. Amélie arrive à l'entrée de la piscine et tombe sur une personne. Et cette personne, c'est le maître nageur et celui-ci était en train de tout fermer. Amélie explique la situation et ensemble, ils vont donc appeler la police et enfermer la personne à l'intérieur de la piscine. La police va arriver plusieurs minutes après sur les lieux et prendre d'assaut, notamment, les vestiaires de la piscine. Et chose assez surprenante, c'est qu'ils ne vont retrouver personne. Personne près du bassin de la piscine, ni même personne dans les vestiaires. Affaire du coup malheureusement sans suite, mais qui pour moi pose un maximum de questions. Déjà, qui est cette personne? Est-ce que c'est le nageur qui regardait souvent Amélie? Est-ce que c'est la personne qui était devant les vestiaires quand elle est arrivée à la piscine? On n'en sait rien. Ou même, tout simplement, est-ce que c'est quelqu'un d'autre qu'Amélie n'a pas pu identifier car il se fondait dans la masse? Et autre chose, et ça je trouve ça un peu chaud, c'est pourquoi personne n'a été retrouvé. Alors si vous voulez mon avis, pour moi c'est quelqu'un qui vit dans la piscine, un peu comme l'histoire du Spider-Man de Denver, pour ceux qui connaissent. Alors j'avoue, j'ai lu trop de threads d'horreur, je pense que mon esprit est trop imaginatif maintenant à ce niveau-là. Mais franchement, ça se tient, non? Bon, sur ce, je vous laisse, on se dit pas à bientôt, mais on se dit à demain pour une nouvelle vidéo contenant 3 histoires d'horreur. Sur ce, je vous laisse, bisous.